Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ce soir, si nombreux. On n'avait guère de doute, puisque avoir dans nos murs Juan Gabriel Vázquez, c'est un honneur qui revient de temps à autre, donc on est très content de l'avoir comme un invité assez régulier. Mais ce soir, on le fait dans un cadre qui est pour nous unique, puisque c'est la première fois qu'on co-organise un événement avec la Maison des Arts et de la Création de Sciences Po. Et donc, je tiens à remercier tout à fait particulièrement Delphine Grouès, qui est la directrice de cette maison. On avait évoqué il y a quelques mois l'idée de faire des événements ensemble, et elle a eu la gentillesse de nous faire profiter de la venue régulière de Juan Gabriel depuis quelque temps à Sciences Po, et de nous en faire profiter ce soir. Donc j'espère que c'est que le début d'une série d'initiatives, parce qu'on essaye nous aussi de nous rapprocher de ce public d'étudiants et de chercheurs qui sont à Sciences Po, et je crois qu'on a déjà pas mal de contacts avec des étudiants de Sciences Po, plus sur le thème des relations internationales, de la géopolitique, mais l'avoir aussi sur le thème de la culture, des arts et de la création, je crois que c'est très important. Et voilà, donc je voulais vraiment remercier Delphine pour ça, et puis bien sûr remercier Patrick, qui est notre animateur infatigable en matière de littérature latino-américaine ici à la maison. Alors s'il ne le dit pas parce qu'il est très timide, je vais vous le dire: si vous voulez revenir un soir, plutôt un matin ou une après-midi, pour un débat sur la littérature latino-américaine contemporaine, venez le samedi 30 mai, c'est la veille de la Fête des Mères, dans le cadre de la 2e édition de notre forum, et Patrick animera une table ronde sur la littérature latino-américaine contemporaine, pour voir un peu le chemin parcouru depuis le boom des années 50. Des années 70, pardon, il y a 50 ans. Et on verra que ce n'est plus du tout les mêmes personnes qui écrivent, et ils ne traitent pas des mêmes sujets. Voilà, donc maintenant, la parole est à Patrick et à Juan Gabriel. Et encore une fois, merci beaucoup à Juan Gabriel pour sa fidélité et son amitié envers cette maison. Merci beaucoup, Jean-Marc Laforêt, Monsieur le Président. Merci au public d'être venu ce soir. Je voudrais donc, pour cette rencontre que nous avons voulu organiser autour de la notion du boom littéraire latino-américain et de son héritage, et que nous avons pu organiser en collaboration ou en partenariat donc, avec la Maison des Arts et de la Création de Sciences Po. Merci donc, moi aussi je m'associe au remerciement Delphine Grouès, qui nous a permis de convaincre Juan Gabriel Vázquez de venir ce soir. Et je dirais surtout merci beaucoup à Juan Gabriel Vázquez. C'était vraiment un très grand plaisir d'échanger avec toi sur la littérature, à la fois du boom et sur ce qui suit après. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas son œuvre, Juan Gabriel Vázquez est sans doute un des auteurs les plus excitants et les plus stimulants de la littérature contemporaine. Je ne dirais pas seulement de la littérature latino-américaine, mais de la littérature mondiale tout court, tout territoire et langue confondus. C'est un auteur qui crée des récits envoûtants. C'est un auteur, je dirais surtout, mais on parlera peut-être après, qui crée des formes qui sont vraiment sans pareil, des formes littéraires. Alors, il est traduit dans une trentaine de langues. Parmi les prix dont qu'il a reçu, je citerai le prix International Impact de Dublin, le prix de l'Académie royale d'Espagne, le prix évidemment de Roger Caillois, qui a été décerné ici même il y a quelques années. Et je crois qu'il y avait aussi un prix du meilleur livre étranger. Enfin, j'en passe, il y en a beaucoup. Parmi les titres, je citerai Histoire secrète du Costaguana, Les bruits des choses qui tombent, Les dénonciateurs, le corps des ruines, un magnifique roman, ensuite suivi d'une rétrospective, sans oublier un très beau recueil de nouvelles qui s'intitule Chansons pour l'incendie, et un recueil d'essais littéraires qui ont été publiés l'année dernière sous le titre La traduction du monde. Alors, pour dire deux mots, tous ces livres dont je parle étant publiés aux éditions du Seuil et sont parus accessibles dans une traduction d'Isabelle Gugnon. Pour dire deux mots du choix de l'intitulé de cette discussion, qui risque de déborder, évidemment, comme toutes les discussions, nous nous sommes laissés un peu entraîner par la proximité de l'année 2027, l'année prochaine, où on célébrera certainement le centenaire de Gabriel García Márquez,
On célébrera aussi les 60 ans de la première publication de 100 ans de solitude, qui est parue en 67. 67 qui, par ailleurs, est l'année où, pour la première fois, un prix Nobel de littérature est parti en Amérique latine. Donc c'était Miguel Ángel Asturias qui l'avait reçu cette année-là. Et si on tire un peu sur ce fil chronologique, on peut brièvement mentionner l'année 82, où García Márquez a eu, lui, son prix Nobel. C'est aussi, soit dit en passant, l'année où Isabel Allende avait publié à la Maison aux Esprits et donc placé pour la première fois le nom d'une femme sur les listes best-sellers à peu près du monde entier. En 2010, pour aller encore plus loin, l'autre ou une autre grande figure du boom, Vargas Llosa, a lui aussi eu le prix Nobel. Et je mentionne ces deux dates parce que c'est très intéressant lorsqu'on lit ou on relit les deux discours de Stockholm, donc de García Márquez et de Vargas Llosa. On constate que, alors que pour García Márquez, le mot-clé de son discours était encore la solitude de l'Amérique latine, et il dépeint donc un continent qui est pris dans les guerres civiles, en fait dans les dictatures, et châtié par les militaires. Et c'est vraiment le continent qui est plongé dans une sorte de noirceur, une noirceur qui n'est que d'où émanent quelques lumières, qui sont les lumières littéraires en fait. C'est à peu près les seules bonnes nouvelles qui nous sont parvenues au début des années 80 du continent. Alors que pour Vargas Llosa, c'est déjà le début de la redémocratisation. Il parle du fait que le continent quasi entier est maintenant, enfin, un engagement avec le système démocratique et connaît des alternances entre la gauche et la droite. Et il me semble que ce parcours entre les années 80 et les années 2010 est particulièrement intéressant lorsqu'il est reflété ou passé par le terme littéraire. On a donc, comme proposition pour ce soir, voulu voir comment cette histoire et surtout la mémoire de cette histoire peut se sédimenter dans la littérature. Et pour en parler, évidemment, sachant que Juan Gabriel est sans doute le meilleur sismographe, sinon de l'Amérique latine, certainement de l'histoire de la Colombie, je suis très très heureux d'en parler avec toi ce soir. Et je voudrais, pour débuter la discussion, peut-être commencer avec une question très simple et très directe. Qu'est-ce que signifie pour toi cet héritage? Est-ce que c'est une bénédiction d'écrire après ces romanciers? Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est encombrant? Ou est-ce que c'est peut-être tout ça en même temps? Je suis content que tu crois que c'est une question simple. Rapide, disons. Non. Ouais. En tout cas, merci Patrick. C'est un plaisir de parler avec toi encore une fois. Et d'être ici à la Maison de l'Amérique latine. Merci à tous et à toutes d'être venus. C'est un plaisir d'être ici et d'être dans cette salle où j'étais il y a 15 ans, n'est-ce pas, plus ou moins, 13 ans, pour ce beau prix de Roger Caillois qui me rend très fier. Écoute, je dois faire une toute petite précision. Miguel Ángel Asturias était bien le premier romancier latino-américain qui a reçu le prix Nobel. Mais avant lui, il y avait Gabriela Mistral, la poète chilienne. La première femme, absolument, 49, je crois, ou 45. Oui, quelque chose comme ça. Miguel Ángel Asturias a été le premier romancier à gagner le prix Nobel la même année qu'on publiait le roman, peut-être le plus grand roman de la langue, le roman le plus influent, en tout cas, de la tradition latino-américaine au XXe siècle, 100 ans de solitude. Et cette concurrence n'a pas plu à Miguel Ángel Asturias. Le fait qu'il avait gagné le prix Nobel la même année que cet énorme roman faisait tellement de bruit en Amérique latine, et il a commencé à accuser García Márquez de plagiat. Hein? Oui. Et je me souviens d'un reportage où on a demandé à García Márquez, mais qu'est-ce que vous pensez d'Asturias? Et il a répondu, c'est une province belle de l'Espagne. Magnifique. Écoute, c'est la tradition, dans la tradition latino-américaine, le boom, c'est les livres qui ont accompagné mes premières années comme lecteur de ma tradition. J'ai lu Pas de lettres pour le colonel
quand j'avais 11 ans. Et à partir de là, je n'ai jamais quitté la tradition latino-américaine comme endroit où habiter. Je crois que c'est une chance énorme d'écrire dans la tradition qui a inventé 100 ans de solitude, d'écrire avec la langue qui est passée par les romans de García Márquez, les nouvelles de Borges, les architectures de Vargas Llosa. J'ai commencé à écrire avec une boîte à outils très riche, avec des instruments qui me servaient à tout faire. Et ça, c'est grâce au phénomène du boom. La publication en 67 de 100 ans de solitude est arrivée 5 ans après La ville et les chiens de Vargas Llosa, 12 ans après Pedro Páramo, un chef-d'œuvre. Tout le monde se souvient du jour, c'est une sorte de petite légende latino-américaine, le jour où Álvaro Mutis est monté à la chambre de García Márquez au Mexique et lui a jeté Pedro Páramo à la figure et il a dit « Tenez pour que vous appreniez à écrire ». N'est-ce pas? Et il a souvent dit que Pedro Páramo est un des livres qui lui ont permis d'écrire 100 ans de solitude. Ces romans, 100 ans de solitude, les romans de Vargas Llosa, les nouvelles de Julio Cortázar, les romans et les idées sur la littérature de Carlos Fuentes ont vraiment donné forme à ma vocation. C'est là que j'ai appris que je voulais être écrivain. Ça n'a jamais été un poids. Ni l'influence de García Márquez, ni la tradition latino-américaine ont été un poids dérangeant. Je suis très conscient de grandir dans une tradition importante qui peut nuire, qui peut provoquer des problèmes. Je crois que écrire, c'est en quelque sorte se battre avec la tradition, essayer de réécrire la tradition, de réinventer la tradition. Mais qui pourrait se plaindre de travailler avec l'instrument qui est la langue espagnole après 100 ans de solitude, après l'Aleph ou fiction de Borges, après les livres de Lezama Lima. Pour moi, c'est une richesse. Et je crois que j'ai beaucoup de chance. Il y a d'ailleurs je l'ai relevé en lisant ou relisant quelques textes, il y a cette phrase dans Histoire secrète du Costaguana où le narrateur dit à sa fille « Rassure-toi, Héloïsa, ce n'est pas un livre où les défunts parlent, où les jolies femmes montent au ciel et où les curés lévitent après avoir avalé un breuvage brûlant. » Donc là, on a effectivement une allusion directe à 100 ans de solitude. C'est vrai, c'est vrai. Et je dois dire qu'on pourrait avoir l'impression, en lisant mes livres, que je ne suis pas en accord avec ce que je viens de dire. Parce que dans mes livres, il y a des personnages qui détestent 100 ans de solitude. Il y a un personnage dans Le bruit des choses qui tombent qui se moque un peu du fait que dans ce roman, tout le monde s'appelle de la même façon. Et dans Histoire secrète du Costaguana, il y a cette petite référence qui ironise un peu sur le réalisme magique. Même dans le roman que j'ai publié récemment en espagnol, qui va sortir à la rentrée, qui s'appellera Les noms de Felisa, García Márquez est un personnage, mais c'est parce que c'est l'histoire vraie d'une sculptrice colombienne qui est morte à Paris devant García Márquez pendant un dîner à Montparnasse. Et donc c'est une figure qui est très présente dans la vie, pas seulement littéraire, mais dans la vie émotionnelle et bien sûr sociale et politique de la Colombie. Mais j'essaye que mes livres prennent un peu de distance avec sa figure un peu sacrée. Dans le dernier livre, où il est là comme personnage, il apparaît comme personnage, mon grand souci, c'était de voir comment désacraliser l'image de García Márquez. Et j'ai trouvé que la solution était de chercher les chaussettes qu'il portait en 1982. Rien qu'avec ça, je me suis dit, il est un être humain et je peux écrire sur lui. Alors juste peut-être pour
comme il y a cette richesse de l'héritage, peut-être je peux retourner, j'ai pensé vous formuler la question autrement, là. J'ai pensé en préparant notre rencontre à un écrivain allemand du début du XXe siècle qui disait, Oskar Loerke, qui disait « Mes contemporains seront de toute époque ». Ah oui. Je me suis demandé, en dehors du boom, peut-être quelles sont les parties du puzzle qui ont fait que cette envie de consacrer ta vie à l'écriture ait pu résister à tous les désagréments qui peuvent mais menacer un auteur. Je trouve ça tout à fait juste. C'est l'impression que j'ai. Il y a un essai qui réfléchit à la littérature en disant la littérature, c'est comme une table à manger où on partage le même moment avec des gens de générations très différentes. Et on peut s'asseoir avec Montaigne et avec Shakespeare et avec Cervantes. Ça, c'est ça, c'est mon équipe. Les écrivains qui m'ont accompagné toute ma vie, qui donnent forme à ma vision du monde, c'est des contemporains. Et ces grands esprits desquels j'apprends tous les jours sont les gens qui m'accompagnent. Pour ma vocation, cette idée folle de devenir écrivain est née avec le boom latino-américain et en même temps avec la génération de langue anglaise d'entre-guerres. Des écrivains, c'est une génération avec laquelle j'ai grandi comme lecteur aussi. Il y a des romanciers qui ont, je ne sais pas pourquoi, qui ont une relation très forte avec Paris. Joyce, qui a écrit l'Ulysse ici, et il a publié l'Ulysse ici, à Paris. Il y a Fitzgerald, Hemingway, Virginia Woolf. Tous ces écrivains sont des gens qui ont beaucoup influencé ma vocation. Ils ont éveillé ma vocation et ils m'ont donné envie de consacrer ma vie à ce métier étrange. Après, j'ai eu une relation plus forte avec Proust d'un côté et Joseph Conrad de l'autre, Yourcenar d'un côté, Camus de l'autre. Ce sont des compagnies permanentes. Et j'ai tous ces livres à portée de main dans mon studio. J'ai ma bibliothèque par ordre alphabétique, mais sauf pour ces livres, pour les esprits qui sont les plus pressants, les plus pertinents pour moi, qui m'accompagnent, qui me donnent des conseils. Et ça, il y a tout ce nom, le boom latino-américain, tous ces écrivains que je viens de mentionner, aussi les Russes, Tchekhov, Tolstoï, Dostoïevski. C'est des gens qui sont des maîtres à penser, en quelque sorte, avec la pensée ambiguë et étrange qui est la pensée d'un romancier, mais aussi qui sont des vademecum, qui donnent des solutions pour la vie, pour vivre. Et c'est ce que je cherche dans les écrivains que j'aime. Alors, tu mentionnais tout à l'heure Conrad. Je trouvais peut-être un des points où on remarque. Je parlais aussi de l'invention de la forme littéraire qui est à chaque fois nouvelle, en fait, qui demande à être renouvelée. Il y a, au fond, la construction de l'histoire secrète du Costaguana est absolument sidérante en ceci que c'est un magnifique roman qui met en scène un personnage, un narrateur très complexe, fascinant, mais dont on apprend que c'est au contact avec lui que Conrad trouve les moyens d'écrire Nostromo. Et ça, c'est quelque chose je pense, qui est aussi d'un point de vue littéraire absolument passionnant, c'est-à-dire c'est l'idée que le roman se construit à partir de la rencontre entre le romancier avec un personnage qui est réel, sauf qu'il est évidemment fictif, comme la plupart des autres personnages qui peuplent ce récit. Donc là, on a une réarticulation entre le réel et la fiction qui me paraît particulièrement fertile d'un point de vue littéraire, évidemment, on s'entend. Et là, je pense qu'il y a aussi un saut par rapport où c'est une façon, et en tout cas quelque chose que je n'ai pas lu de cette façon-là dans la littérature du boom. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui
qui invente quelque chose de nouveau. Oui. Donc, ça... Oh, merci, merci. C'est un livre très différent du reste de mes livres, que j'aime beaucoup, aussi parce que c'est avec ce livre qu'a commencé ma relation avec Annie Morvan, et ça me rend très heureux. Mais c'est un livre qui a des règles qui ne sont pas les règles du réalisme qui donnent forme aux autres romans. C'est différent. Il y a une réflexion sur l'histoire qui appartient plutôt, qui me faisait penser tout le temps pendant que j'écrivais le livre à une scène d'un roman extraordinaire qu'on lit plus maintenant, je crois, qui s'appelle Terra Nostra de Carlos Fuentes. C'est un roman de 800 pages, très difficile. Carlos Monsiváis disait, pour lire Terra Nostra, il faut une fellowship, quelque chose comme ça. Une bourse. Une bourse, voilà. Et à Terra Nostra, il y a cette scène qui me fascine, qui parle d'un inventeur de la Renaissance qui invente une machine appelée le théâtre de la mémoire. Et le théâtre de la mémoire, c'est une machine c'est un projecteur qui envoie des images, pas seulement sur tout ce qui est arrivé dans l'histoire humaine, mais tout ce qui pourrait arriver. Toutes les possibilités de l'histoire humaine. Donc il y a un type qui s'appelle Christophe Colomb qui voyage vers l'Est. Voilà, l'histoire change. Une fille qui est née au Bethléem, qui devient prêtresse, et toute l'histoire change. Et donc c'est une machine qui imagine les possibilités de l'histoire humaine. Et je crois que c'est une métaphore du roman, en quelque sorte. C'est ça, une des possibilités que nous donnent les romans, qui nous ont toujours donné les romans. Et ce roman-là, Histoire secrète du Costaguana, c'est un roman du théâtre de la mémoire. C'est la possibilité que Joseph Conrad voyage en Colombie quand il avait 19 ans, et après, tard dans sa vie, il voit tout ce qui se passe en Colombie avec cette province de Panama qui est en train de se séparer avec l'aide, l'intervention militaire des États-Unis. Et il commence à s'intéresser à cette histoire, et voilà un homme qui est mon narrateur, qui arrive à Londres pour lui raconter l'histoire de la Colombie, de façon qu'il soit capable d'écrire ce roman. C'est une réflexion sur la façon dont on construit l'histoire, dont on raconte l'histoire, et la possibilité aussi de changer l'histoire telle qu'on la connaît, qui est un sujet qui m'a toujours été cher. Alors, j'ai deux associations par rapport à ça. L'une, c'est ce que je trouve passionnant, c'est justement cette transmission, disons, l'idée qu'un personnage ait, au fond, été central pour Conrad pour écrire ce roman. De la même manière, on peut dire que Conrad a été central pour Fitzgerald pour écrire le Gatsby. Gatsby, le Great Gatsby, est construit d'une façon qui n'aurait probablement pas été possible sans Conrad. Et ils se sont rencontrés aux États-Unis. Donc il y a cette histoire de la transmission. Mais, pardon pour ce détour. Il y a quelque chose de très intéressant là, si tu me permets de t'interrompre. Ces deux livres sont très importants pour moi. Pas Nostromo, mais Gatsby, le magnifique, et aussi Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, un livre que j'ai eu le plaisir de traduire en espagnol, qui m'a appris beaucoup de choses. Et les deux livres ont en commun une stratégie qui est devenue essentielle pour mes propres livres. La narration. Oui, pour la narration pour la construction de mes propres narrateurs et de mes propres livres. Et c'est l'idée de la réalité comme un espace sombre, plein de secrets, et le narrateur comme un enquêteur. Au cœur des ténèbres et dans Gatsby, les deux narrateurs ne connaissent pas toute l'histoire. Ils découvrent l'histoire au même temps que nous, les lecteurs. Et
Et j'ai lu ce livre, j'étais en Belgique, c'était l'année 99, et je me suis dit, voilà, c'est ça le secret. C'est ça la formule pour essayer de faire ce que j'avais toujours voulu faire, raconter l'histoire de la Colombie, que je n'étais pas capable de faire parce que je n'avais pas compris que le fait de sentir l'histoire colombienne comme un mystère, comme un terrain obscur, plein de monstres, de démons, de secrets, était un obstacle. Je croyais que, puisque je ne comprenais pas l'histoire colombienne, puisque la Colombie me semblait un mystère, incompréhensible, plein de contradictions, je croyais que je n'avais pas le droit d'écrire sur mon pays. Et j'ai compris avec ce livre que la littérature est un instrument pour pénétrer dans l'inconnu, dans le mystérieux, et que le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre, n'est pas un obstacle. C'est même la meilleure justification pour commencer un roman. Parce que la littérature, c'est ça, c'est un voyage sans carte dans un territoire qui n'a pas été cartographié. Je crois que c'est un de tes titres aussi. C'est un de mes titres. Et cette réponse qui m'a permis d'écrire mon premier roman, Les Dénonciateurs, m'a été donnée par, disons, la stratégie de ces deux romans. Alors je rebondis un peu sur la Belgique, si je peux dire. Ce que j'ai trouvé intéressant, à la fois dans la question de qu'est-ce qu'il faut savoir de son sujet pour pouvoir en écrire. Et puisqu'on a mentionné tout à l'heure Paris, mais on aurait pu aussi mentionner Barcelone, je reviens rapidement sur le boom. Oui. Est-ce que le fait de boom qui a été en partie pu s'articuler parce qu'il y a eu cette influence parisienne et surtout c'est un mouvement littéraire qui a été édité donc, à Barcelone notamment. Alors, puisque tu as vécu dans les deux villes, je me suis demandé, est-ce que c'est au fond peut-être paradoxalement la distance qui a aussi permis distance vis-à-vis de l'Amérique latine, vis-à-vis de la Colombie, qui a permis peut-être de déguiser le regard ou de percevoir d'autres choses. Est-ce que ça aide Oui, j'en suis sûr, oui. Oui, je crois que la distance permet de voir les choses de façon plus claire, mais elle permet aussi une certaine contamination littéraire qui est très utile à l'écrivain. C'est-à-dire, je crois que Julio Ramón Ribeiro, un écrivain péruvien qui a vécu ici à Paris, tout le monde a vécu à Paris, ça c'est la règle. Ribeiro disait « Écrire, c'est inventer un auteur à la mesure de notre goût ». C'est ce qui est arrivé pour moi. Écrire était inventer un auteur qui respecte mes obsessions et qui capture les influences de tous les écrivains latino-américains qui m'intéressent. Et ça passe par Paris. C'est une présence énorme dans ma vie intellectuelle, émotionnelle, et ça passe aussi par Barcelone. Mais ça passe particulièrement par la distance de la Colombie, le fait de voir les choses plus claires, le fait de se laisser contaminer par d'autres traditions aussi. Inventer un auteur, c'est aussi ouvrir les portes pour les influences de la littérature française, de la littérature de langue anglaise, que j'ai trouvé qui ont enrichi mon idée de ce que c'est qu'un roman, de ce que les romans font. Et ça passait par le fait de sortir de mon pays en 1996 et de garder donc une sorte de contrôle sur mon obsession. Mon obsession a toujours été la Colombie. Je n'ai pas écrit, je crois, une seule page de fiction à partir des dénonciateurs qui ne soit pas obsessivement colombienne. La Colombie est mon obsession, c'est mon démon, comme disait Vargas Llosa. Tous mes livres sont écrits pour explorer une question sur la réalité colombienne, ma relation avec elle, et la relation de la Colombie avec le monde. Parce qu'il y a aussi ça dans mes romans, cette obsession de placer la Colombie dans sa relation avec le monde. C'est dans une rétrospective particulièrement
flagrant, évidemment. Dans une rétrospective, il y a des Colombiens qui arrivent en Chine. Il y en a qui viennent d'Espagne. En fait. Des Espagnols qui arrivent en Colombie. Mais aussi dans le bruit des choses qui tombent, il y a la relation avec les États-Unis qui marque la destinée des personnages. Dans le nouveau roman Los Nombres de Felisa, les noms de Felisa, le personnage, cette sculptrice, vient à Paris dans les années 50 pour apprendre la sculpture à l'atelier de Ossip Zadkine et revient à Paris en 1982 pour mourir devant Garcia Marquez. Je n'ai pas inventé ça, c'est la vraie histoire de Felisa Burstyn. Ce n'est pas une surprise que cette histoire m'ait plu, parce que ça parle de tout ce que j'ai voulu faire avec mes romans. C'est jeter un peu de lumière sur l'espace où le destin privé des gens se croise avec l'histoire publique, les forces de la politique. C'est ça mon sujet, disons. Non, c'est pour ça que j'avais mentionné tout à l'heure aussi ce discours de Vargas Llosa qui me paraît intéressant, parce qu'il dit en filigrane quand même l'intégration de l'Amérique latine ou la réintégration dans un contexte beaucoup plus global. Oui. Et je pense que cette littérature, on pourrait citer aussi Bernardo Carvalho au Brésil, ou d'autres qui placent vraiment le récit dans un cadre mondial ou global, ou comme on veut. Donc, et ça, c'était probablement pas, si on revient rapidement sur le rapport entre le boom et ce qui est venu après, je pense que ça, c'est une différence fondamentale entre la manière dont on approche le réel aujourd'hui et la manière dont on l'avait approché dans les années 50, 60, 70. Donc, il y a ce rapport et cette ouverture sur le monde qui me paraît... Oui, c'est très probable. Je crois que les écrivains du boom latino-américain ont découvert que l'histoire latino-américaine avait menti. Et donc, il fallait en quelque sorte remplacer l'histoire latino-américaine par les fictions. Les romans du boom se sont obligés à donner une version de l'histoire latino-américaine qui rejette ou qui remplace la version officielle des États latino-américains, qui étaient, pendant un certain temps, pour la plupart des cas, sous dictature de divers signes. Il y a cette histoire magnifique de Garcia Marquez pendant qu'il était ici à Paris, en 1958, et il était en train d'écrire pas de lettres pour le colonel. La dictature militaire colombienne a fermé le journal pour lequel il écrivait, Le Spectateur. Il s'est trouvé à Paris un peu perdu, sans argent, mais avec un projet littéraire dans la main. Donc il a décidé de rester avec très peu d'argent. Donc la dame qui gérait l'hôtel où il habitait, rue Cujas, lui a fait monter au dernier étage et lui a laissé vivre là gratuitement pendant qu'il trouvait ses ressources. Et il raconte comment tous les derniers étages, toutes les chambres de bonne étaient habitées par des latino-américains qui fuyaient leur dictature. Et de temps en temps, il ouvrait la fenêtre parce que quelqu'un avait crié el hombre, se cayó el hombre, l'homme est tombé. Et tous les latino-américains sortaient pour savoir si c'était leur homme qui était tombé, parce que toute l'Amérique latine était couverte de dictature. Et ça, je le racontais pour une raison très bonne que j'ai oubliée. Mais, l'histoire officielle. L'histoire officielle. Voilà. Alors, par rapport à... Oui, et alors, pour en finir, la génération de Garcia Marquez et Vargas Llosa et ces gens-là s'est rendu compte que l'histoire officielle de l'Amérique latine ne disait pas la vérité et qu'il fallait utiliser la littérature pour réinventer ou raconter à nouveau l'histoire de l'Amérique latine. Ça, c'est donc pas la mission que j'ai reçue. Ça, c'était déjà fait. Moi, j'ai pu, et ma génération a pu s'ouvrir, explorer la relation de nos pays avec le reste du monde, parce qu'on n'avait pas nécessairement l'obligation de nous pencher sur la réalité latino-américaine pour la réécrire. Et donc, il y avait
ce nouveau territoire, la relation de l'Amérique latine, de nos pays, avec les grands mouvements politiques, sociaux du XXe siècle qui ont beaucoup marqué l'Amérique latine aussi, bien sûr. Il y avait tout au début du XXe siècle, quand on parle de Vargas Llosa, l'histoire de la guerre de la fin du monde, oui. qui est une réécriture du récit de Euclides d'Acunha. Dans sa correspondance, 1902, il dit « J'ai écrit un livre vengeur ». C'est-à-dire, c'est vraiment cette idée qu'il y a une histoire officielle, oui. Et c'est la littérature qui se dresse contre cette... Mais c'est l'idée de la littérature comme dissidence, comme révolte, que j'ai toujours aimé. Personne n'écrit des livres si on est content avec l'histoire telle qu'elle est écrite, ni si on est content avec le monde tel qu'il est fait. On écrit de la fiction par esprit de révolte, pour corriger, pour se rebeller contre la réalité, pour donner de l'ordre, au moins dans sa tête, au chaos de l'expérience politique, sociale, personnelle des Latino-Américains. Et ça a toujours été comme ça. Mais je me souvenais aussi, je t'entendais parler, je me souvenais aussi d'un essai que Borges a publié dans les années 30 qui s'appelle « L'écrivain argentin et la tradition ». Et c'était un essai qui a provoqué une certaine controverse à l'époque quand il a été publié, parce que Borges disait « Les écrivains latino-américains ne sont pas obligés à choisir des sujets latino-américains. Tout le monde est notre territoire et ils ne sont même pas obligés à écrire dans la tradition de la langue espagnole. C'est légitime, disait Borges, c'est légitime de chercher activement et de trouver des influences d'autres littératures. » Il disait, imaginez si quelqu'un avait reproché à Shakespeare de choisir des sujets italiens ou de mettre en scène Hamlet au Danemark. Non, il avait le droit à toute la réalité du monde et à toutes les traditions. Et c'est ce que le boom latino-américain a compris. García Márquez, Vargas Llosa, tous ces gens-là, Julio Cortázar, ont compris qu'ils avaient le droit d'écrire de la littérature en langue espagnole en sortant de la langue espagnole comme influence, en s'appuyant sur Faulkner, encore Virginia Woolf, mais Camus aussi, Camus qui a donné forme à un roman de García Márquez qui s'appelle en espagnol La mala hora, dont le titre en français j'oublie. C'est la peste, ce roman, c'est la peste en Colombie. Et cet esprit d'appropriation de toute la littérature, de toutes les langues, de toutes les traditions, ça a créé une liberté dans le monde latino-américain dont j'ai hérité et qui est une chance. Par rapport à cette question de rupture que tu mentionnais tout à l'heure, c'est une question que je voudrais soumettre pour savoir si elle peut être valable. J'ai remarqué qu'à la fois, que ce soit dans, encore une fois, Histoire secrète du Costaguana, le narrateur dit de lui-même qu'il est un bâtard. Il y a ce qui m'a beaucoup frappé au début d'une rétrospective. Tout le récit s'enclenche parce que si le personnage principal décide de ne pas aller à l'enterrement de son père. Oui. On peut aller au Brésil, par exemple, les récits amazoniens de Milton Atum sont tous racontés par quelqu'un dont on ne sait pas vraiment s'il fait partie de la famille ou si c'est quelqu'un qui... Cette rupture, même dans la généalogie, il me semble que c'est quelque chose de très latino-américain. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui dit à la fois quelque chose de l'histoire très heurtée et très brisée des nations latino-américaines, peut-être le lien avec l'Europe aussi, mais c'est devenu presque une figure de style, pour exagérer beaucoup, dans l'écriture. Jusqu'où est-ce que cette idée de la rupture qui s'inscrit vraiment dans le texte, dans la narration, pour revenir donc là où c'est peut-être le plus éloquent, c'est dans une rétrospective, ce refus du fils d'aller à l'enterrement du père, et du coup, ça déclenche, ça libère la parole et tout le récit de sa vie. Jusqu'où est-ce que c'est vraiment significatif, peut-être pour autre chose que pour ce roman? Écoute, je me suis rendu compte que le conflit père-fils est souvent la forme que prend
dans la vie privée de quelqu'un un conflit historique, un conflit entre passé et présent. Et puisque mes livres parlent souvent d'une sorte de quête dans le passé est quelque chose qui m'obsède. Et donc j'imagine que c'est pour ça que naturellement ça prend la forme d'un conflit entre un père et un fils. Le fils qui reproche à son père le monde qu'il a reçu, le père qui reproche à son fils ce qu'il a fait avec le monde qui lui a été donné. Dans le cas de la famille Cabrera, c'était très clair dans la mission que le père s'est imposée de changer le monde par la révolution communiste. Il a voulu que sa famille lui accompagne dans cette révolution avec des résultats désastreux, mais très intéressants du point de vue du romancier. Mais la même chose arrive au narrateur des dénonciateurs qui examine aussi le passé de son père. À partir d'un moment, mes narrateurs s'inquiètent aussi sur la destinée de ses fils, ses filles. Donc c'est le narrateur qui passe de mener des enquêtes dans le passé de sa famille à s'inquiéter pour le futur de sa famille. Mon roman Le corps des ruines est né dans mon imaginaire pendant la naissance de mes filles. Parce qu'en même temps que mes filles jumelles étaient nées dans des circonstances plutôt difficiles, j'ai rencontré un médecin colombien qui connaissait mon intérêt dans les crimes qui ont donné forme à l'histoire colombienne, les crimes politiques, en particulier les crimes de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 et le crime de Rafael Uribe Uribe, un militaire sénateur colombien qui a été assassiné en 1914 et que vous connaissez tous, même si vous ne savez pas que vous le connaissez, parce qu'il a été le modèle de García Márquez pour construire le personnage d'Aureliano Buendía. Ce Rafael Uribe Uribe. Les deux ont été assassinés de façon mystérieuse sans que jamais on sache vraiment qui était le coupable. Et ce médecin qui connaissait mon intérêt pour ces deux personnages m'invite chez lui, il ouvre un placard et il sort une vertèbre qui a appartenu à Jorge Eliezer Gaitán et un morceau du crâne de Rafael Uribe Uribe. C'était... je me suis dit, si je ne suis pas capable d'écrire un roman sur ça, alors il faut prendre la retraite immédiatement. Et je raconte ça parce que la raison pour laquelle un roman est né à ce moment-là, c'est parce que j'arrivais voir mes filles qui venaient d'être nées et je me demandais comment est-ce que je pourrais protéger ces deux enfants de la violence de mon pays, de la violence passée qui a tué Gaitán, qui a tué Uribe Uribe. Est-ce que ça s'hérite? Est-ce que la violence passe de génération en génération comme ça de façon mystérieuse? Est-ce que ça s'hérite? Et comment fait-on pour protéger les gens qu'on aime de la violence, de l'héritage de violence d'un pays compliqué comme le mien? Et donc cette façon que les idées, les émotions, la politique, les forces de l'histoire passent de génération en génération dans une famille, dans les vies privées d'une famille, c'est le sujet sur lequel j'écris, je crois, tous mes livres. Tous les livres, juste par rapport au passage de la violence, je voudrais mentionner aussi deux pages absolument éblouissantes où l'histoire est racontée entre l'Europe et la Colombie à travers le passage de main en main d'un fusil. C'est-à-dire l'histoire qui remonte à, je crois, c'est la Première République en France, plus ou moins, ou les guerres napoléoniennes, et à la fin, le fusil arrive en Colombie. C'est-à-dire toute cette densité historique, tous ces époques tumultueuses entre l'Europe et la Colombie sont racontées à travers l'histoire de ce fusil. Juste pour dire jusqu'où la violence peut être porteuse
de promesses narratives aussi pour ce qui concerne le roman. Deux choses par rapport à peut-être, est-ce qu'on peut poser comme hypothèse le fait que, contrairement au boom, cette génération dont tu fais partie, mais je pense aussi sur un mode complètement différent à quelqu'un comme Leila Guerriero, qu'aujourd'hui on dit vraiment la violence, on dit le scandale politique. Avant, il y avait peut-être des métaphores où c'était intégré dans un récit narratif. Aujourd'hui, il y a vraiment cette tentative de la littérature d'essayer d'éclaircir quelque chose du passé, ou plutôt de la mémoire du passé, et d'en faire une matière littéraire. Oui, c'est très juste. Écoute, je viens de donner un cours. Je passe 2 mois à Paris pour donner des cours à Sciences Po. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici, avec ce privilège. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec mes étudiants de l'épisode de la massacre des bananiers. La troisième partie enfin, si on peut dire, pour le troisième temps fort de 100 ans de solitude. Voilà, c'est ça, le massacre. Bien, l'épisode dans le roman de García Márquez prend la forme d'une sorte de descente dans la vie réelle de la Colombie avec le numéro de la loi qui a autorisé l'armée colombienne à tirer sur les travailleurs, n'est-ce pas, les ouvriers. Mais ensuite, il y a 2-3 pages magnifiques sur la façon dont l'histoire officielle arrive à cacher les faits. Et une sorte d'oubli tombe sur les habitants de Macondo. Et le personnage qui a été témoin des faits, José Arcadio II, il va de maison en maison pour demander aux gens s'ils ont vu les morts. Et tout le monde dit, mais de quoi tu parles? Rien n'est arrivé ici. Macondo est une ville heureuse. Et García Márquez met en scène l'oubli officiel, la tension entre les versions officielles de l'histoire imposées par des narrateurs très puissants, l'État, la tension entre ces pouvoirs et la littérature comme endroit où on se souvient de tout ce que la version officielle veut oublier. Je crois qu'on continue, Leila Guerriero est un bon exemple. On continue à voir ça dans la littérature latino-américaine. L'effort d'utiliser le roman, le journalisme, pour ouvrir un espace où on puisse se souvenir de choses qui ont été oubliées, qui ont passé en second plan, que la version officielle de l'histoire latino-américaine n'a pas voulu regarder en face. Et ça, on le sait très bien maintenant en Colombie, parce qu'on vient de sortir d'un processus très long, une négociation de paix, qui aussi, à un moment, s'est transformé en négociation sur le récit, en négociation sur les faits publics qui ont donné forme à notre expérience nationale à partir de 1960. Ça, c'est la guerre qu'on a essayé de finir avec des négociations de paix. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'on était en train de négocier non pas la paix entre une guérilla et un gouvernement, mais aussi c'était une négociation sur l'expérience de ce demi-siècle. Parce que la guerre colombienne est une histoire si elle est racontée par une victime des guérillas, c'est une autre histoire si elle est racontée par une victime des paramilitaires, c'est une histoire si elle est racontée par un habitant des grandes villes, et une histoire très différente si elle est racontée par un habitant des zones rurales. Et donc il fallait, et c'est quelque chose que la littérature a toujours essayé de faire, créer cet espace où toutes les versions de notre passé puissent se rencontrer. Et je crois qu'on continue à faire ça. Leila Guerriero le fait. Martín Caparrós, en Argentine, le fait. D'une façon très différente, des nouvellistes comme Mariana Enríquez
en Argentine, qui utilise un genre, la terreur, la fiction, pour parler de politique. Et c'est quelque chose qui continue à nous hanter. Oui. Alors là où je dirais que tes livres sont beaucoup plus proches à nouveau du boom que de ces auteurs ou autrices qu'on vient de mentionner, c'est dans la complexité de l'adresse, dans le maniement des différents niveaux temporels. Si je peux, ça a l'air un peu théorique, mais il y a une phrase que je trouve très intéressante. Il dit, je crois que c'est dans un débat qu'il avait eu avec Claudio Magri sur la littérature, qui c'est un débat très intéressant. Donc je cite Vargas Llosa, « Le temps doit être une création, car le temps réel est le chaos, chose que le roman ne saurait être. Dans la plupart des cas, le succès ou les échecs d'une fiction sont dus à la subtilité ou à l'intelligence ou au manque de sensibilité dans la construction de l'illusion temporelle. » Et je trouve que quand on parle, par exemple, du Corps des ruines, c'est un roman qui balaye comme ça tout le XXe siècle, au fond, avec l'assassinat de Uribe en 1914, et puis le début du Bogotá en 1948, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin, et puis la découverte par le narrateur de ces ossements dans les archives du médecin. Donc on a là quelque chose qui ne tient que si l'approche, la gestion du temps narratif est maîtrisée. Et ça me semble particulièrement... Oui. Là, je pense qu'il y a une exigence chez Vargas Llosa qui est évidente dans ses grands romans, mais qu'on retrouve dans ces grandes fresques, au fond, que tu proposes au lecteur. Oui, c'est très important pour moi de bâtir des architectures qui permettent l'existence presque en simultané des temps publics, des temps historiques. Mais je dis souvent que mes livres ne sont pas des romans historiques, mais des romans sur le passé, c'est à cause de ça. Les narrations partent toujours du présent, d'un narrateur pour lequel le passé est un mystère et plein de secrets. Et l'histoire qu'on essaie de raconter, c'est une enquête dans le passé, qui est un territoire énormément difficile. Vous vous souvenez de la première phrase d'un roman anglais, un livre qui s'appelle The Messenger, je crois, dont la première phrase est « Le passé est un pays étranger. Là-bas, on fait les choses différemment. » C'est génial. Ouais, c'est super. Mais ce n'est pas vrai. Le passé n'est pas un territoire. Et c'est très dommage, parce que si c'était un territoire et qu'on pouvait aller au passé pour voir comment les choses marchaient là, je crois que la plupart de nos conflits, de nos guerres, n'existeraient pas. Mais puisque le passé n'est pas un territoire, c'est un récit. C'est comme disait Paul Valéry, c'est une chose entièrement mentale. Ça n'existe que quand on le raconte. Et ça met une responsabilité, un pouvoir énorme dans les mains des gens qui racontent des histoires, des historiens, des journalistes, des romanciers. Et ça a toujours été un de mes défis comme romancier, c'est de construire des romans nous donne la possibilité de regarder le passé en même temps qu'on comprend le présent. Respecter le mystère du passé, respecter les enquêtes que nous menons dans le passé pour savoir qui nous sommes maintenant. Mais c'est à partir du moment présent. C'est le narrateur du Corps des ruines qui s'appelle Juan Gabriel Vázquez, qui mène une enquête dans le passé public et politique de la Colombie, et dans ce sens, le même personnage que Sergio Cabrera, personnage principal d'une rétrospective, qui se souvient de sa vie pendant la révolution culturelle en Chine, de sa vie qui vient de l'exil espagnol, l'exil républicain, pour savoir qui il est. Cette notion qu'on existe dans le vide, sans aucune relation avec l'héritage qu'on a, les moments qui ont marqué les gens de notre passé, les gens qu'on n'a pas connus.
Voilà, il me semble que le roman est très, très bon pour mettre en question cette notion. Et j'essaie de le faire. Oui. Tu mentionnais tout à l'heure le Juan Gabriel Vázquez qui peuple, entre autres, plusieurs des récits. C'est une grande coïncidence. Oui. Il y a un texte que j'aime beaucoup, une des nouvelles, je dis tout à l'heure, c'est un recueil de nouvelles que j'aime beaucoup, Chanson pour l'incendie. Et il y a un petit texte, court texte, pas petit mais court, très vertigineux, d'un Juan Gabriel Vázquez qui est à Paris, qui s'apprête à quitter la ville, qui a besoin d'argent et qui participe à un casting, et qui se retrouve figurant sur le plateau de Polanski. Oui. Et il est Juan Gabriel Vázquez, mais il est en même temps, il frôle l'épaule de Johnny Depp. Johnny Depp, merci. Oui. Il est dans l'aéroport Charles de Gaulle, mais qui, pour les besoins du film, est maquillé en aéroport de Madrid. Mm-hmm. Donc, on est à la fois dans le réel et dans un espace complètement fictif. Oui. Le narrateur voit Polanski qui dirige la scène et en même temps, voilà. Donc, et il me semble que c'est une magnifique métaphore de ce personnage qui est à la fois le narrateur et qui, en même temps, est quelqu'un de complètement fictif. D'où ma question qui est peut-être, tu me diras si tu arrives à répondre ou non, ou si ça te paraît intéressant, mais quelle est la différence entre le jeu parlé, prononcé, et le jeu qui écrit, le jeu qui... Ah oui, mais c'est une question très intéressante, oui. Écoute, c'est toujours une masque, le narrateur d'un livre. Peu importe si c'est un livre de mémoire, si c'est une autobiographie. Même, je dirais, l'autobiographie construit une masque même plus épaisse qu'un roman. C'est pour ça que parfois les romanciers écrivent des romans pour dire des choses qu'ils ne seraient pas capables de faire, d'écrire, de dire dans une autobiographie. Et je crois par exemple que les mémoires de García Márquez sont aussi riches en imagination que ces romans, en réécriture de sa propre expérience. Je crois que le jeu d'un roman, en tout cas pour moi, est toujours une manière de dire « j'ignore ». On se met dans le jeu, pas dans la troisième personne, parce qu'on ignore, parce qu'on veut avouer qu'on est dans une position d'incertitude et que la réalité est un mystère dans lequel on mène une enquête. C'est en tout cas le cas de mes romans. Le jeu dans mes romans, c'est une façon de dire « lecteur, accompagnez-moi dans cette investigation qu'on va faire et qu'on va découvrir ensemble ». Le jeu est un aveu de relativité, disons. Que ma connaissance du sujet n'est pas totale, n'est pas absolue, que j'écris à partir de l'incertitude, des doutes, par opposition, par exemple, au jeu de mes chroniques ou de mes articles d'opinion, dans lesquels le point de partie est une certitude, une volonté de convaincre. Et ça, c'est la différence. Dès que le jeu entre dans un roman, ça devient relatif et déséquilibré. Il y a une sorte de relation ambiguë avec les thèmes, avec les autres personnages, avec la vie qu'on essaie de raconter, qui est très différente de la relation d'un journaliste ou d'un journaliste d'opinion, comme je le suis un jour par semaine. Il y a un personnage qui m'a, quand je l'ai recroisé au moment de me plonger dans tes livres, qui m'a frappé par son actualité. Il était sans doute déjà actuel il y a 20 ans. Carlos Carballo. C'est un personnage qui apparaît dans Le corps des ruines et qui est un type insupportable, mais qui est surtout complètement... C'est un conspirationniste qui sort c'est un modèle pour une figure qui peuple aujourd'hui les médias ou l'espace public, qui à l'époque existait déjà. Mais je trouve très frappant que ce personnage qui devient central dans la narration, parce que finalement c'est ce personnage, celui qui dit, qui relie, qui voit
au fond les mêmes forces derrière l'assassinat de Kennedy que celles qui ont assassiné Uribe, etc. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la paranoïa. Et en même temps, c'est lui qui pousse son homonyme à aller au bout de l'enquête, d'où sortira finalement le livre. Donc ça, je trouve très intéressant que c'est le livre où le narrateur est finalement poussé et convaincu par quelqu'un de profondément détestable au départ, mais convaincu par ce personnage dont toutes les phrases sont une folie ou une insulte, mais finalement c'est celui-là qui génère le livre. C'est ça ce que... Oui. Et en même temps, c'est une figure qui paraît du coup d'une actualité folle. Écoute, j'ai commencé à écrire ce roman en 2012, je crois. Et ça a été publié en 2015, si je ne me trompe pas. Et c'était un peu contemporain d'une nouvelle façon de voir le monde, qu'on commençait à voir la vision complotiste, l'idée donnée dans le monde des réseaux sociaux, que la vérité n'est pas ce qu'elle est. Ça a complètement changé de lieu dans notre discours maintenant, l'idée que la vérité n'est pas ce qu'on voit. Mais à ce moment-là, ce n'était pas installé dans nos conversations de la façon dans laquelle on parle maintenant de la réalité. Le roman m'a pris 3 ans, je crois, pour l'écrire. Et je voyais, pendant ces 3 ans, je voyais le monde changer. Notre relation avec la vérité, avec l'idée que les grands événements qui nous ont marqués pourraient être le produit des forces toujours cachées, qui agissent dans le noir, et non pas comme c'est le cas parfois, du hasard. À un moment, le narrateur dit qu'il y a en gros 2 façons de comprendre l'histoire. Dans une de ces manières, l'histoire est un enchaînement de faits par hasard, de causalité. Et dans l'autre vision du monde, l'histoire est toujours le produit des pouvoirs très conscients qui gèrent tout, qui contrôlent tout, qui nous contrôlent à nous-mêmes. Maintenant, on habite dans le monde d'Elon Musk et de l'intelligence artificielle. Je commence à croire que Carlos Carvalho avait raison. C'est ça, oui. Et ça m'inquiète. Oui. Oui. En tout cas, il faudrait une réédition avec des notes en bas de page. Ça, c'était vrai, ça aussi. 2 remarques encore. L'une que je trouve, une des phrases que je trouve centrale, pour rebondir sur une phrase qu'un personnage dit dans Les Réputations, je cite donc ce personnage en Colombie, l'oubli est la seule réalité démocratique. Et je pense que toute la littérature se dresse finalement contre cet oubli, ou s'articule, se formule pour justement opposer quelque chose à cet oubli. Et là, je citerai un entretien où je ne me rappelle plus lequel, en tout cas où tu t'es exprimé. La littérature est souvent cet espace où nous résistons à l'oubli, où nous refusons d'oublier. C'est justement ça, oui. C'est cette idée que finalement, et c'est pour ça aussi que la littérature post-boom est si importante, parce que c'est maintenant cette écriture-là qui, au fond, propose une lecture des peut-être 50 dernières années, ou pour certains textes, évidemment, vont encore beaucoup plus loin, mais qui offre une lecture et des moyens de compréhension à travers la littérature et à travers ce patchwork très particulier que sont les phrases qui composent un roman. C'est finalement à travers ce moyen-là qu'on arrive à se saisir de cette histoire. Et il me semble que si la littérature des 50 dernières années nous a apporté quelque chose, c'est peut-être justement la lecture de ce réel-là et le refus de l'oubli de cette histoire-là. Oui. Et puis pour terminer, une dernière phrase que je trouve, que je vous laisse comme ça pour méditer, il me semble qu'elle est très belle par rapport à ton métier. Donc encore une fois, une phrase du, je suppose, vrai Juan Gabriel Vázquez. Écrire un roman, c'est également redéfinir le lexique qui définit notre métier. Et je pense que c'est là aussi ce que cette phrase véhicule, c'est cette idée qu'au fond, s'il n'y a pas toujours une réinvention continuelle du roman et donc des instruments qui nous permettent de l'écrire, c'est pas la peine.
C'est vrai, c'est vrai. Je le crois en tout cas. Et ça, je crois l'avoir dit dans le contexte d'une réflexion sur le mot fiction. Qu'est-ce que c'est qu'une fiction? Et je commençais moi-même à redéfinir ma relation personnelle avec l'idée de fiction à partir de ces romans, une rétrospective, celui qui va être publié à la rentrée, Los Nombres de Felisa, et un passage du Corps des ruines, ou des personnages réels, où il s'agit de raconter les épisodes, les événements réels, des personnages réels, mais avec le langage de la fiction qui permet d'aller dans des endroits que le langage factuel n'atteint pas. Et j'ai trouvé le meilleur argument du monde dans un vieux dictionnaire colombien qui s'appelle Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Española, publié il y a quelques années et qui a mérité un grand prix, le prix Príncipe d'Asturias à l'époque. Et dans ce dictionnaire, le mot feindre, fingir, le verbe qu'on associe à la fiction, est défini comme ça. Feindre, c'est modeler, donner forme à quelque chose, utilisé dans le contexte de la sculpture ou la taille de bois. Et moi, je me suis dit, voilà ce que je suis en train de faire avec ces romans. La fiction, ce n'est pas inventer de zéro, ce n'est pas nécessairement créer quelque chose qui n'était pas là, c'est utiliser ce mystérieux langage de la fiction pour donner une forme particulière à une matière qui est là, qui est la vie de quelqu'un. La vie de mon ami Sergio Cabrera, la vie de la sculptrice Felisa Burstyn. La fiction donne forme à une réalité qui existe déjà pour lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas dans la narration factuelle. Et voilà le défi. Tu as eu ailleurs une très belle définition aussi où tu dis où le réel ne laisse pas de traces. La fiction, elle arrive à accéder à des endroits, des espaces où le réel ne se documente pas. Oui, c'est ça. C'est au fond, c'est un peu la même idée. C'est la même idée. Je suis d'accord avec moi-même. Oui. Ça me rassure. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, évidemment, à toi, merci Juan à toi. Gabriel. Merci à toi, merci. Merci je crois qu'il y a ces ouvrages qu'il s'apprête, sera certainement d'accord pour les signer, qui seront en vente ici.